Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Nous sommes jeudi 23 novembre 2023. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sûr sur Film FM Guinée et vous suivez Film Soir. Merci de votre fidélité à cette radio. Les principaux titres de l'édition. La candidature du collectif Z47 portée par le général Mathurin Bangoura pour l'élection à la tête de la Fédération guinéenne de football a été invalidée, ainsi que deux autres candidatures. C'était ce jeudi par la commission électorale de recours. La réaction à chaud du collectif Z47, c'est dans ce journal. Dr Oumar Joueba est déjà aux commandes au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les professionnels de la santé fondent assez d'espoir au successeur de Dr Mamadou Pété Diallo à la tête de ce département. Reportage de Mahwa Eva Silla à suivre tout à l'heure. Et puis le calme est revenu dans la commune urbaine de Farana au lendemain de 2 jours de tension dans cette partie de la route Guinée. À ce propos, vous écouterez le maire de Farana dans ce film soir. C'était là le sommaire. Dans un court instant, le développement. Film FM, le journal. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. On ne parle pas pour le moment de divorce, mais la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen n'est pas en odeur de sainteté avec le ministre de l'administration du territoire. Le désaccord entre la plateforme dirigée par Dr Ibrahima Souri Diallo et Mori Kondé est parti de la volonté d'MATD de recruter des ONG pour la sensibilisation du PN RAVEC à la NAD. On n'est pas surpris de cette mésentente. Dr Edouard Jotomou Bogomou est un des vice-présidents. Il ne voit pas le CNRD respecter les accords tels qu'ils soient. Dr Edouard Jotomou Pogomou est l'un des vice-présidents de l'ANAD. Il dit avoir suivi la sortie de la convergence qui dénonce le non-respect des accords du cadre de dialogue entre les acteurs sociopolitiques et le CNRD par le patron du MATD. Le président de l'UDRP dit qu'il n'est pas étonné. Comment pouvait-il en être autrement? Une transition ou un CNRD qui ne peut pas respecter sa propre charte, comment voulez-vous qu'il puisse respecter un accord avec des gens qui, de surcroît, étaient plutôt alignés derrière eux à la recherche de certains strapontins? Le PN RAVEC, autour duquel est parti le désaccord entre la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre des dialogues, n'a jamais intéressé l'ANAD, rappelle Dr Edouard Jotomou. Nous sommes érigés, nous autres au niveau de l'ANAD, contre le principe même de pouvoir faire des recensements, un recensement général et un RAVEC auquel on est en train de subordonner l'élaboration d'un fichier électoral qui va servir de document pour les élections à venir. On s'est dit que beaucoup d'autres pays l'ont fait, n'ont pas eu besoin de passer par ce phénomène. L'acteur politique refuse de reconnaître que c'est courageux de la part de la convergence de dénoncer des manquements liés aux accords du cadre de dialogue. Nous avons dénoncé ces manquements dès le départ. Donc il ne faut pas attendre justement que la vague se déferle sur vous pour dénoncer. On a vu au moment où la vague était en train de se former, on leur a dit attention, il y a une vague qui se forme, ça risque d'emporter tout le monde. Ils ont dit non, eux, ils vont aller d'un autre côté parce qu'ils ne sont pas visés. Maintenant qu'ils se sentent visés, nous les invitons à nous rejoindre pour faire un front commun, a conclu le vice-président de l'ANAD. Nomination des nouveaux ministres de la Santé et de l'Hygiène publique. Le coordinateur national des professionnels de la santé pense que Dr Joueba doit rapidement s'atteler à mettre ensemble les professionnels de la santé. Dr Ibrahim Kaba a par la même occasion rappelé les défis et les attentes des acteurs pour propulser le secteur. Mahawai Vasila. 24 heures après la nomination du nouveau ministre de la Santé, des acteurs du secteur réagissent. Pour sa part, Dr Ibrahim Kaba, coordinateur national des professionnels de la santé, pense que c'est le début d'un autre cycle pour le domaine de la santé. Toutefois, il reste prudent et prodigue des conseils au ministre entrant. Je dois dire au nouveau ministre de la Santé que les défis sont énormes. Il doit chercher à mettre des stratégies pour au moins faire participer tous les professionnels de santé pour que notre système de santé au moins puisse avoir un avenir meilleur. La réforme du secteur de la santé et la conquête d'un nouveau leadership de manière à produire de bons résultats sont les grandes attentes, a dit notre interlocuteur. Pour avoir ces résultats-là, il faut impérativement que ces hommes et ces femmes que tu mets à côté de toi soient au moins des femmes capables non seulement d'aider, mais aussi d'aider la population guinéenne à faciliter la prise en charge médicale dans les structures étatiques
établissements de soins. Le secteur de la santé est confronté à un problème de qualification du personnel dans la gestion des patients, mais aussi d'infrastructures dignes du nom. Pour Dr Ibrahima Kaba, le nouveau ministre doit en faire ses priorités. Les dysfonctionnements et manquements sont liés au fait qu'il n'y a pas un leadership qui ferait en sorte qu'on puisse imposer la transparence dans la gestion dans la structure des soins. Problème lié aux infrastructures, parce que y a beaucoup qui sont dans des états de vétusté qui ne disent pas son nom. Pour remédier à tous ces maux dans le secteur de la santé, Dr Ibrahima estime que le travail en équipe est la meilleure solution et le nouveau ministre doit veiller à ce que tous les cadres de son département travaillent dans de meilleures conditions. La corruption dans l'administration guinéenne continue de persister malgré les promesses faites par la junte après la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. C'est en tout cas le constat fait ce jeudi par le président de l'association guinéenne pour la transparence. Dans l'interview accordée à notre rédaction, Oumar Kana Diallo a déploré aussi les méthodes et procédures engagées contre les personnes soupçonnées de corruption. C'est le cas, selon lui, de la procédure engagée contre l'ancien ministre de la Santé, Mamadou Pété Diallo, poursuivi pour, entre autres, corruption et enrichissement illicite. On l'écoute. Les nouvelles autorités à leur arrivée, ils ont fait beaucoup de promesses, mais la mise en pratique de ces promesses laisse à désirer parce qu'ils se sont mal pris quant à la méthode et la manière employée pour endiguer la corruption, surtout les procédures judiciaires engagées. Le cas du ministre Yaya Sow, bien avant lui, il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup plus d'annonces que de travail de fond. Les effets d'annonce sur aussi le ministre de la Santé, les limogés, on devrait le suspendre et mener les enquêtes, et une fois que des preuves sont brandies et que l'on voit qu'il doit être inculpé, il doit être placé sous mandat de dépôt, ça aurait été mieux que de faire ces effets d'annonce. Nous dénonçons cette procédure parce que la lutte contre la corruption ne va pas à l'encontre aussi du respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, la méthodologie employée par ces nouvelles autorités souffre à nous donner des résultats probants sur le terrain. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cette réaction de Oumar Kana Diallo, président de l'association guinéenne pour la transparence, en fin d'édition dans la rubrique invité de Film Soir. Le Grand Conakry renoue avec le délestage du courant électrique. Plusieurs quartiers de la capitale sont plongés dans le noir dès la tombée de la nuit. Cette triste réalité que les Guinéens commençaient à oublier ne reste pas sans conséquence. Celle-ci se ressent chez les corps de métier, notamment la soudure. Ce jeudi, notre rédaction a fait le tour de certains ateliers de formation pour s'enquérir de cette situation. C'est un reportage de Mamadou Assimou Diallo et de Maki Kamara. Après une bonne période de stabilité dans de nombreux quartiers de la capitale Conakry et de la périphérie, c'est la fin du moment de grâce pour certains utilisateurs du courant électrique qui vont assister à une baisse drastique de leur économie. C'est en tout cas ce qu'explique Sang Balamou Napa, détenteur d'un atelier de soudure à la cimenterie. On peut des clients, on peut des travailleurs, parce que c'est une activité de brillage. Vous voyez, si il y a au boulot en atelier, deux fois ça disparaît. Parce qu'il n'y a pas courant. Cependant, ce phénomène de coupure de courant n'est pas le seul obstacle de cet ouvrier car il est confronté à d'autres problèmes. Comme il y a des factures 1 million, il y a des factures 2 millions. Et alors ça, on n'a pas consommé les factures on peut consommer pour les millions quoi. Vous voyez, et pourtant, deux fois courant, ça coupe. Deux fois ça coupe, on voit pas courant ni rien. On est là. Même son de cloche chez cet autre responsable d'atelier rencontré en Soumania dans la commune de Dubreka qui lui fait état de nombreuses pannes enregistrées dans son quartier et la faible intensité du courant électrique. Babou Bakar. Vraiment, ce que nous embête ici, c'est le problème du courant. Vraiment, notre ville ici, c'est pas bon. Il n'y aura pas 2 jours, il n'y avait pas de panne. Si on répare aujourd'hui, demain, ça casse. C'est que nous, on a des souffrances. Tu as vu, on est là, il n'y a rien qui bouge ici. C'est le panne de courant. La question qu'il faille se poser, c'est jusqu'où nous mènera cette situation quand on sait que la saison des grandes pluies vient à peine de se terminer.
Les usagers de l'axe T8 Cimenterie continuent de souffrir le martyre à cause de la dégradation de la route. Cette situation occasionne d'innombrables embouteillages pendant les heures de pointe. Ce calvaire des citoyens s'ajoute aux tracasseries policières auxquelles ils font face en longueur de journée. Rencontrés ce jeudi, nombreux d'entre eux ont demandé aux autorités de se pencher sur ce tronçon. C'est un reportage d'Ibrahim Diallo rendu en studio par Alseni Diallo. Dès 6 h du matin, les embouteillages commencent à se former sur le tronçon T8 Cimenterie. Cette situation est due à la forte dégradation de cette route, déplore Isiaga Kamara, conducteur de tricycle. L'état de la route, la cimenterie, quand même, il y a trop de secousses, tu vois. Et puis il y a un accident qui vient de te faire là, vers Carrefour Georges, là, un grave accident. Et puis je viens de Sanoya comme ça. Trop de l'embouteillage ici, c'est à cause de ça même la police nous fatigue. C'est le même avis que Mamadou Sambaba. Ce conducteur de taxi-moto sur le tronçon Kagbelen-Sonfonia revient sur le calvaire qu'il vit au quotidien. Cette route-là, je me fatigue. Je suis taxi-moteur de ligne vers Soumania. Parce que des fois, je roule à Kabele, à Sonfonia. Mais quand même, tu ne peux pas nous rouler à normal. Il y a des trous, il y a des choses, tout ça là. Quand tu roules certains allures, tu vas tomber ou bien tu vas avoir quelque chose de panne sur ta moto. Il n'y a pas que la dégradation de la route qui préoccupe les usagers. La tracasserie policière aussi. Cet autre taximètre qui déplore cet état de fait invite les autorités à prendre des dispositions pour remédier à leur calvaire. La première des choses, nous demandons à ce que l'État nous répare cette route-là. Et la deuxième des choses, qu'il donne des indications précises parce que les policiers nous disent de ne pas nous arrêter du centre commercial là-bas jusqu'ici. Alors qu'ils laissent les clients s'arrêter ici et il n'y a pas de panneau de signalisation indiquant qu'on ne doit pas stationner ici. Ça, c'est un véritable calvaire. On te prend ici, on t'amène là-bas, on te fait enlever 200 000, 150 000, soi-disant que tu as une infraction. Alors qu'il n'y a aucune signalisation, quoi. En attendant que les autorités ne prennent des dispositions, les usagers de ce tronçon vont devoir prendre leur mal en patience. Les citoyens de Bentouraya de la préfecture de Koya sont confrontés à d'énormes difficultés depuis le début des travaux de rénovation de la route secondaire reliant Kassonia à Bentouraya. Même si l'équipe chargée d'exécuter les travaux est satisfaite de l'évolution du chantier, les usagers semblent impatients à cause du calvaire qu'ils traversent tous les jours. Interrogés par notre rédaction, nombreux parmi eux sollicitent l'accélération des travaux. Notre reporter Mamadou Yakité y était pour le constat, suivi son reportage. C'est dans de très mauvaises conditions que de nombreux citoyens de Bentouraya pratiquent ce tronçon pour rallier leurs différents lieux de service. Et le début des travaux n'a fait qu'empirer la situation. Tcherno Suleiman Ba est élève, il emprunte chaque jour cette route. Ils commencent aujourd'hui, ils attendent jusqu'à 1 à 2 à 3 semaines et puis ils continuent. Et puis ça nous fatigue la poussière en venant à l'école. Vous savez autant que moi que les poussières ne sont pas du tout bon pour la santé. C'est que vous pouvez quitter à la maison en étant propre, en venant à l'école en étant sale. Même si tu prends le taxi en fait, tu seras sale quoi. Sur place, les travaux n'avancent pas, mais ce n'est pas ce que pense Mohamed Aziz Bangoura, le président du comité de suivi du projet de rénovation de cette route. Comme vous le constatez, il y a eu des démarrage de... Mais vous remarquerez comme nous qu'il y a eu énormément d'avancées. Ils travaillent même les dimanches, pas de repos. C'est ce que vous constatez sur la route là qui était totalement défoncée, sont en tout cas grattés. Et ils ont commencé à déposer les caniveaux de la limite de Bentouraya Kassonia. Omo Keita, une autre élève que nous avions rencontrée sur le chemin de l'école, n'est pas d'avis. Pour elle, ce tronçon est toujours enclavé. Je préfère taper à pied que de prendre des motos ici. Ou même, des fois, un jour même, j'ai fait accident ici, là, sur la route, à cause des difficultés que les motards avaient pour conduire sur la route, quoi. On prend souvent des raccourcis pour partir à la maison que de fréquenter la grande route. Par ailleurs, le président du comité de suivi du projet de rénovation de la route de Bentouraya annonce qu'une rencontre d'échange est prévue ce samedi entre la population et l'entreprise chargée des travaux de reconstruction de cette route. Je vous le disais au sommaire de ce journal, à Farana, le calme est revenu après 2 jours de vives tensions dans cette préfecture de la Haute-Guinée. Une accalmie obtenue grâce à l'implication des SAZ et des Sankaran et les autorités. Cependant, selon le maire de la commune urbaine, plusieurs jeunes accusés de vandalisme et violence pendant les échauffourées ont été interpellés et auditionnés. On écoute Omar Kamara.
Pratiquement aujourd'hui, depuis hier soir, le calme est revenu. C'est vrai, il y a eu un cas de mort par suite de noyade. Comme hier dans mon intervention, je voulais signifier que le corps a été retrouvé. Les autorités, nous avons mobilisé la notabilité, les religieux, non seulement pour présenter les condoléances à la famille mortière et demander aux jeunes aussi de garder le calme. Donc je crois qu'à travers des sensibilisations, pour le moment, la ville elle est calme. Au jour d'aujourd'hui, la gendarmerie aussi est en train de porter main forte parce que on ne doit pas se donner raison, on ne doit pas se faire justice. Il disent toujours que les conditions de décès du jeune restent encore confuses. Omar Kamara rassure de la volonté de la justice à aller jusqu'au bout pour déterminer les causes réelles de la mort de Mamadi Traoré qui se serait noyé au fleuve Niger. On l'écoute. Le procureur est en train de travailler présentement parce que hier, il y a certains jeunes qui ont été interpellés. Donc, ils sont en train d'être auditionnés pour voir exactement comment les choses se sont déroulées. Et si vous avez une bonne mémoire, hier, je vous ai dit qu'il y a eu 2 versions autour de la mort du jeune. Présentement, je crois que les choses sont en train d'être tirées au clair. L'accalmie est là et on est en train quand même de sensibiliser, même au niveau de la presse locale, demander à la population de vaguer à leurs affaires. Les autres là, la justice fera son travail. Le collectif G47 porté par le général Mathurin Bangoura n'a pas tardé à se réunir après l'invalidation de sa liste par la commission électorale de recours de la FEGIFOOT. À la fin de la réunion, accusé du collectif, Louis Camara, le 3e vice-président de la liste G47, a répondu aux questions de quelques journalistes présents sur les lieux. Il affirme que le collectif a pris acte de cette décision qui est arrivée tard dans la nuit. On l'écoute au micro de M. Diallo. La réunion a été appelée ce matin, non seulement pour rendre cela officiel à tous les membres statutaires qui font partie de cette famille. Donc c'était ça l'objet de notre réunion. Vous connaissez la démarche à suivre. Une fois que la commission de recours finit d'invalider une candidature, elle est non-recours. Donc nous sommes en train de faire en sorte que cela puisse être bien pour le football guinéen. Voilà, maintenant sur la suite des événements, le patron de l'ASMF, l'association sportive des minières de Sangaredi, n'a pas donné de détails. Il sait quand même que son groupe sera bel et bien présent samedi dans la salle où se tiendra le congrès électif. On l'écoute. Mais naturellement, nous allons partir au congrès. C'est pourquoi cette réunion a été appelée. Nous allons voir le congrès qui a été prévu, c'est le 25. Donc nous allons tous attendre le 25 ce qui va se passer. Je vous invite à aller à l'hôtel Riviera Royal. Vous allez savoir tout ce qui va se passer. Sur le continent, à Strasbourg, c'est à l'est de la France, le Parlement européen a validé lors d'un vote ce 23 novembre 2023 une proposition de résolution condamnant le coup d'État au Niger ainsi que la séquestration de Mohamed Bazoum, président renversé le 26 juillet dernier. Le Kenya a subi des pluies diluviennes depuis une dizaine de jours, pluies qui ont provoqué d'importantes inondations, notamment dans les régions côtières de l'est du pays. Le gouvernement avait annoncé le déblocage de plusieurs milliards de shillings pour faire face aux conséquences du phénomène climatique El Niño, mais les gouverneurs des régions affectées affirment n'avoir reçu aucun argent. Dans le monde, l'entrée en vigueur d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens interviendra vendredi 24 novembre à partir de 7h. Le Qatar, acteur des pourparlers, l'a annoncé ce jeudi 23 novembre et le Hamas l'a confirmé. Dans la bande de Gaza, les combats meurtriers se poursuivent. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes. Selon l'ONU, une grave crise humanitaire sévit avec notamment le déplacement de plus d'1,7 million des 2,4 millions d'habitants de Gaza. Plusieurs associations publient ce jeudi 23 novembre un rapport sur les violences policières contre
les migrants, notamment à Paris, jugé aujourd'hui largement sous-évalué. Selon le rapport, 450 cas de violence contre des personnes exilées vivant à la rue à l'Île-de-France ont été recensés depuis 2015, bien que la réalité soit bien pire selon elle. Pour les associations, cette violence est faite d'une pratique systématique dans la police. À présent, nous vous invitons à suivre le grand format de ce 23 novembre 2023. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Dans le grand format, nous nous rendons à Betili, une sous-préfecture relevant de la préfecture de Forêt-Karia. Cette localité riche en histoire a connu le passage des grands noms de l'histoire de la période coloniale. Elle dispose également de nombreux sites touristiques. Malheureusement, Betili est de nos jours dans l'état d'abandon total. Notre reporter Surikanya Bangoura y était récemment. Il a bénéficié d'une visite guidée de la part de Alma Miriko Kamara, l'ex-maire de Betty, suivait son grand format rendu en studio par Asseni Diallo. La préfecture de Forêt-Karia regorge jusqu'à nos jours des sites touristiques retraçant la période coloniale. La sous-préfecture de Benti, par exemple, a servi de transit pour les marchands d'esclaves et continuait de résister au temps et à l'histoire. Dans le port négrier qui date de plusieurs siècles, le reste du fromager planté par le colon René Caillé est encore visible au XXIe siècle. Alma Miriko Kamara, ex-vice-maire de Benti, notre guide rappelle. Cette chaîne que vous voyez là, elle était accrochée au fromager qui est tombé là. Quand le fromager fut tombé, moi j'ai ordonné aux enfants d'envoyer ça ici même, mais ici dans le magasin. C'est ce que vous voyez maintenant là. Ça date de 1875. Et c'est ce qui était marqué sur le fromager là. Mais c'est tombé, c'est perdu. René Caillé qui a laissé ça ici. C'est dans ce port négrier qu'on transportait les esclaves vers l'Europe et aux États-Unis dans les années 1800. Ils étaient très nombreux à participer à ce voyage sans retour, précise notre guide. Les esclaves qu'on prenait dans le Moria ici, presque dans toute la Guinée, on les envoyait ici. Les Kissiens, les Thomas, les Guerzi, beaucoup venaient ici, on les embarquait ici. Direction en Europe, en Amérique, un peu partout. De nos jours, ce site est parfois méconnaissable. Les traces des colons disparaissent petit à petit. Une situation que déplore Alma Miriko Kamara. C'est abandonné, c'est abandonné. Si ce n'était pas en Guinée, on allait reprendre le port là pour mettre ça dans le patrimoine bâti. Malgré cette triste réalité, certains étrangers viennent souvent visiter ce site pour satisfaire leur curiosité. Il y a quelques blancs, quelques noirs curieux qui viennent maintenant dès qu'ils entendent le nom de Benti. Ils viennent pour voir maintenant, là, on les fait visiter tout Benti. Benti n'est pas seulement qu'un site touristique, il est également mythique. Alma Miriko Kamara explique. Un bateau colonial qui était garé là-bas. Mais ça c'est parti. C'est parti seul comme ça. Ils ont laissé la trace là ici, mais ça n'a pas résisté longtemps. Un beau matin, les gens ont dit que ce sont les diables qui ont pris ça. Mais c'était un bateau, hein, un grand bateau. Qui était là-bas. Outre le port négrier, les traces de la prison négrière sont visibles. C'est là-bas qu'on gardait les esclaves avant leur expédition vers l'Occident. Le site que vous voyez là, c'était la prison négrière. Après avoir débarqué les prisonniers là-bas sur la route là, on les conduisait ici. Les nouveaux esclaves, on les mettait ici. S'il y a délinquance de la part d'un, on le prend ici, on l'envoie là-bas. Mais ici, c'était gardé par les gardes-frobots de l'époque. De nos jours, tout est en ruine. Les maisons sont abandonnées et il n'y a pas de route pour y accéder, s'indigne Alma Miriko Kamara. L'accès n'est pas facile, complètement abandonné. Regardez, il y avait une maison là, une maison coloniale, bien construite. Ça là, c'est tombé en ruine. Mais par qui? Par nos chefs. À Benti, il y a aussi le port bananier. À l'époque, c'était un véritable lieu de négoce. On prenait les bananes un peu partout dans Forêt-Karia, même à Kindia. Les fruits de Kindia, de Forêt-Karia, venaient ici. C'est-à-dire Sirourou, Moussaya, même Koya envoyait la banane ici. Tous envoyaient leur banane ici pour l'embarcation. Direction Europe. C'est les Blancs, oui. C'est les Blancs qui venaient chercher ça ici pour envoyer en Europe. Oui. Mais mon frère, c'était bien ici. Je suis au nom de Dieu. Le port là recevait assez de personnes.
Selon le président de la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, ce port peut apporter beaucoup de choses à la Guinée. Les sites historiques sont complètement à l'oubli. C'est dommage. Vous imaginez le plus grand port qui transportait les produits d'Afrique occidentale. Regardez à quel état ça se trouve. C'est un port qui fait 37 mètres en profondeur. Ça peut recevoir des grands bateaux aussi qui peuvent vraiment prendre assez de tonnes de nos produits pour les amener en dehors de la Guinée. Zach Teya souhaite que les historiens s'intéressent aux sites touristiques, ce qui pourrait nous aider à reconstituer l'histoire de la Guinée. Les sites historiques sont complètement à l'oubli. C'est dommage. Il faut qu'on parle de notre histoire. Reconstituons notre passé. Celui qui est là aujourd'hui, qui est en train de vous aider pour avoir quelques informations, mais après 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne serait pas là. Donc c'est interpeller aussi les historiens à s'intéresser à notre histoire, à les écrire. Dans tous les cas, les habitants de Benti gardent encore espoir. Ils espèrent que le département en charge du tourisme et de l'hôtellerie va œuvrer en faveur de la sauvegarde de ce patrimoine. À présent, je vous invite de suivre Film Invité Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Je vous le disais, notre invité est le président de l'association guinéenne pour la transparence, Oumar Kana Diallo, se prononce sur la corruption en Guinée. Il pense que le phénomène persiste malgré les promesses faites par le CNRD. Et il s'est exprimé aussi sur la procédure judiciaire engagée contre le ministre de la Santé Limosé et poursuivi pour, entre autres, corruption et enrichissement illicite. Il répond aux questions de Mbani et Sidibé. Monsieur Oumar Kana Diallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le phénomène de corruption au sein de l'administration guinéenne devient de plus en plus d'actualité. Alors, quel regard portez-vous sur les derniers développements concernant cette situation? La lutte contre la corruption en Guinée connaît jusqu'à maintenant là des difficultés parce qu'il y a des forces qui s'opposent toujours à ce phénomène et qui empêche la promotion de la bonne. Pris de pouvoir, l'une des promesses justement c'était la lutte contre les biens mal acquis mais également la corruption dans l'administration. Alors est-ce que vous voulez dire que jusqu'à présent ce phénomène persiste malgré ces promesses? Les nouvelles autorités à leur arrivée, ils ont fait beaucoup de promesses, mais la mise en pratique de ces promesses et de tout ce qu'ils ont dit laisse à désirer parce que je crois qu'à un moment donné, ils se sont mal pris quant à la méthode et la manière employée pour endiguer la corruption en Guinée. Donc, on peut marquer vraiment une volonté politique de la part de ces autorités, mais l'engagement politique y est manqué, c'est-à-dire la phase pratique, l'efficacité des mesures entreprises n'ont pas tellement produit des résultats auxquels on pourrait s'enorgueillir aujourd'hui. Parlant toujours de la corruption au sein de l'administration, le ministre de la Santé a été débarqué. Son homologue de la justice a demandé à ce que des poursuites soient engagées contre lui. Mais avant lui, il y a eu l'affaire Yaya Sow et d'autres dossiers dénoncés par la presse. Il faut le dire, nous avons une mauvaise expérience par rapport à ces effets ou annonces de corruption, et surtout les procédures judiciaires engagées. Le cas du ministre Yaya Sow, bien avant lui, il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup plus d'annonces que de travail de fond. Parfois, on est vite allé en besogne parce que quand je prends le niveau de Yaya Sow, il a été blanchi par la CRIEF, mais aucune autre mesure de compensation n'a été faite par rapport à tout ce qui a été dit derrière lui. Les effets d'annonce sur aussi le ministre de la Santé, les Limosé, on devrait le suspendre et mener les enquêtes et une fois que des preuves sont brandies et que l'on voit qu'il doit être inculpé, il doit être placé sous mandat de dépôt, ça aurait été mieux que de faire ces effets d'annonce comme si c'est pas un gouvernement qui est là, mais c'est des gens se trouvant dans une position de contestation et dans une position de dénonciation, alors que le gouvernement dispose de tous les moyens d'enquête, de tous les moyens de prévention et de toute la procédure pouvant enclencher ces enquêtes-là afin que des preuves soient mises en évidence. Vous dénoncez surtout la démarche, mais également il y a un autre dossier qui a été dénoncé plusieurs fois dans la presse, c'est celui concernant le ministre des Mines où on parle d'une valeur de 2 millions de dollars. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la corruption au sein de l'administration est toujours une réalité?
Non, il faut le dire clairement, il y a eu ces dénonciations pour le ministre des Mines, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons rien entendu, alors que ces dénonciations auraient pu pousser le ministre ou le procureur général auprès de la République afin d'engager au moins des enquêtes et que les gens soient informés que ces enquêtes sont engagées contre tel ou tel, parce que ces dénonciations constituent l'un des éléments pouvant enclencher la procédure judiciaire. Mais c'est chose qui n'est pas faite. Vous avez des hauts personnalités de l'État qui sont arrêtés, ça fait plus d'une année, qui sont incarcérés, dont on a tous les problèmes à mobiliser les preuves contre ces personnalités. Donc, nous dénonçons cette procédure parce que la lutte contre la corruption ne va pas à l'encontre aussi du respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, la méthodologie employée par ces nouvelles autorités souffre à nous donner des résultats probants sur le terrain. J'aurais pu prendre d'autres méthodes, d'autres manières leur permettant d'abord de faire l'audit institutionnel, savoir est-ce que les mécanismes existants, est-ce que les outils existants, est-ce que les instruments existants sont à même de pouvoir endiguer la corruption ou atténuer au moins les risques de corruption existants. Monsieur Oumar Kana Diallo, merci pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. 18h30, c'était tout pour les informations au compte de ce film soir. Alice a été là. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour sa préparation ainsi qu'aux auditeurs pour nous avoir écoutés. Merci et au revoir. FIM FM, c'est la tour de contrôle de l'information en Guinée, en Afrique et ailleurs.